Nous vivons depuis quelque temps déjà une période de transition. Voilà, je pense que ça ne vous aura pas échappé. Je veux dire, il suffit de visiter n'importe quel média ou réseau social pour que des mots comme dérèglement climatique, crise sanitaire, crise énergétique et maintenant en plus guerre en Europe nous sautent au visage. Alors forcément, si comme moi vous venez de finir vos études marquées par cette atmosphère quelque peu anxiogène et qu'il est temps de vous lancer dans la vie active avec des envies de sauver le monde et de ne pas finir simple soldat dans une super entreprise au service du capitalisme, eh bien on se comprend. Alors, personnellement, j'ai suivi une formation d'ingénieur de génie énergétique, avec cette année une spécialisation dans les systèmes propulsifs. Entendez par là tout ce qui est motorisation d'avions, voitures, fusées. Je vous rassure, je vais pas vous déballer tout mon CV, ce sera assez rapide d'ailleurs. Mon but c'est simplement de contextualiser la vidéo et de vous expliquer en fait ce qui m'a conduit à vous parler de ces sujets. La motorisation, comme vous le savez, c'est important parce que sans moteur, la voiture ne va pas bien loin. Mais c'est aussi la source d'émissions de gaz à effet de serre. Pour rappel, l'atmosphère de la Terre est constituée d'une certaine quantité de gaz à effet de serre, les GES, qui agissent en fait comme une sorte de couche protectrice. Les rayons du soleil, lorsqu'ils traversent cette couche protectrice, frappent alors le sol de la Terre, qui va en retour émettre des rayonnements infrarouges qui peuvent difficilement en réchapper. Sans cette protection, les rayons infrarouges seraient dispersés dans l'espace et la température à la surface de la Terre serait beaucoup trop froide. Cependant, une trop grosse épaisseur provoque une isolation trop importante et donc une élévation anormale de la température. C'est comme si vous gardiez votre manteau en plein été sur la plage. Je veux dire, en plus de passer pour un fou, vous feriez probablement un malaise au bout de 10 minutes parce qu'il vous serait impossible d'évacuer votre chaleur corporelle. C'est un peu ça que ressent la Terre. Ainsi, la présence de ces gaz à effet de serre est primordiale pour notre survie sur Terre, mais il ne faut pas en avoir de trop parce que la température se met alors à augmenter anormalement, ce qui n'est pas une bonne chose. Ok, bah qu'à cela ne tienne, on va remplacer toutes les voitures essence par des voitures électriques. Non? On va revoir les chiffres. À l'échelle mondiale et en 2020, les émissions de gaz à effet de serre dues au transport représentent 15% de la quantité totale rejetée à l'atmosphère cette année-là. On retrouve dans ces 15%, 11% venant des véhicules particuliers, 1,8% venant de l'aviation, 1,6% du transport de marchandises, 0,4% du ferroviaire et 0,3% pour les pipelines. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en remplaçant tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques, on perd 11% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale ? Eh bien, pas vraiment, non. Pour décarboner réellement le secteur des transports, produire des véhicules électriques qui n'émettent pas de CO2 en roulant est un bon début, mais il ne faut pas oublier qu'il faut les alimenter en électricité, ces véhicules, et que ça ne pousse pas sur les arbres, l'électricité. Comment on fait pour produire de l'électricité ? Eh bien, ça dépend. En complétant notre petit graphique de tout à l'heure, on peut y ajouter justement les émissions de gaz à effet de serre dues à la production d'électricité dans le monde. Et là, on obtient un total de 28%, dont 20% liés aux centrales thermiques à charbon. Quel délice pour l'environnement et la santé ces merveilles-là. Tuez-moi. Et 8% venant des centrales thermiques à gaz ou pétrole, ce qui n'est pas franchement mieux, mais pas pire. Pour information, on appelle centrale thermique toute installation dans laquelle l'électricité est produite à partir d'une source de chaleur. C'est le cas notamment des centrales à charbon, gaz, fuel, nucléaire, géothermique ou solaire thermodynamique. Certaines émettent des gaz à effet de serre, d'autres pas. Mais ce n'est pas le seul moyen de produire de l'électricité. On peut aussi utiliser des éoliennes, des panneaux solaires, l'hydroélectricité des barrages, l'énergie marémotrice, etc. Et on appelle mix électrique d'un pays la répartition de ces différentes sources d'énergie primaires pour répondre aux besoins en électricité du pays. À ne pas confondre avec le mix énergétique d'un pays, qui lui traduit de l'utilisation des différentes sources primaires d'énergie, fossiles ou renouvelables, pour répondre aux besoins énergétiques du pays dans sa globalité. Ce qui inclut la production d'électricité comme on vient de le voir, mais aussi le transport, le chauffage, l'industrie, etc. En gros, un bidon de 10 litres d'essence est une source primaire d'énergie fossile, qui peut servir soit directement à faire avancer ma Clio,
soit à alimenter une centrale thermique qui va produire de l'électricité qui va faire avancer ma Tesla. Donc remplacer les Clio par des Tesla ne sert à rien puisque dans les deux cas j'ai consommé 10 litres d'essence. Ce raccourci est extrêmement grossier, mais vous commencez peut-être à voir où je veux en venir. Pour que le fait de remplacer les véhicules thermiques par des véhicules électriques ait un sens écologique et environnemental, il faut avant tout que l'électricité qui alimente les batteries de ces véhicules électriques soit produite dans une installation qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Parce que si ma Tesla n'émet pas de CO2 en roulant, bon, très bien, c'est une chose. Mais si l'électricité qui l'alimente a été produite dans une centrale à charbon, au final, est-ce que ça valait le coup? Bah, c'est moins évident. Et ceci est d'autant plus vrai que la fabrication d'un véhicule électrique en elle-même émet plus de CO2 que la fabrication d'un véhicule thermique équivalent. Ce qui veut dire que la voiture électrique devra d'abord parcourir un certain nombre de kilomètres avant d'être plus avantageuse, écologiquement parlant, que la voiture thermique. Et plus le mix électrique du pays en question sera riche en énergie fossile, et plus la voiture électrique devra rouler pendant longtemps avant d'être avantageuse. En compilant ces deux informations, production et utilisation de la voiture, on peut alors tracer l'évolution des émissions de CO2 pour un véhicule thermique et un véhicule électrique en fonction de la distance parcourue pour différents mix électriques. Ça fait beaucoup d'infos, mais vous allez comprendre avec le graphe. Voilà par exemple une comparaison des émissions de CO2 pour une voiture essence et une voiture électrique en fonction de la distance parcourue en France. Ici, on utilise l'approche dite du puits à la roue, well to wheel en anglais, c'est-à-dire que l'on prend en compte la quantité de CO2 émise depuis la génération d'électricité dans la centrale jusqu'à la roue en train de tourner, ce qui constitue le résultat final du procédé. On voit bien, comme on le disait tantôt, que la voiture électrique part avec une balle dans le pied puisque l'empreinte carbone liée à sa production est plus élevée que pour la voiture essence. Mais au bout d'environ 25 000 km, la voiture électrique voit son empreinte carbone devenir inférieure à celle de la voiture essence. Et l'écart se creuse drastiquement avec la distance parcourue. Maintenant, si je considère cette même voiture mais circulant sur les routes d'Allemagne, eh bien la courbe d'émission de CO2 aura plutôt l'allure suivante et la voiture électrique ne sera bénéfique pour l'environnement qu'au bout de 75 000 km. Et encore, l'écart n'est vraiment pas flagrant. Alors, pourquoi est-ce que je dois rouler 75 000 km en Allemagne avec ma Tesla pour observer les bénéfices de l'électrique, là où seuls 25 000 km sont suffisants en France? Eh bien parce que le mix électrique de l'Allemagne est riche en énergie fossile comme le gaz et le charbon, tandis qu'en France, 60% de l'électricité est produite dans nos centrales nucléaires qui n'émettent pas de CO2. Alors, en sachant ça, je vais tenter d'apporter une réponse, alors assez personnelle, attention, à la question de fond de cette vidéo qui était, je vous le rappelle, pourquoi est-ce qu'on fait des véhicules électriques finalement? Est-ce que ça a vraiment un sens? Bon, oui. Avant tout parce que cette décision des constructeurs a été dictée par les nouvelles normes européennes, qui sont d'ailleurs chaque année un peu plus restrictives. En gros, ces normes d'antipollution imposent un seuil maximal d'émissions de CO2 par kilomètre. Donc pour faire simple, si quand votre voiture sort du bureau d'études, elle émet plus que ce seuil, vous n'avez pas le droit de la commercialiser. Ce qui est assez ennuyant pour un constructeur de voitures. En suivant cette logique, la question de fond de la vidéo devient en réalité pourquoi imposer des normes d'antipollution de plus en plus sévères aux véhicules particuliers. Et là, je vais pouvoir répondre assez facilement à cette question dans le cas de la France en vous montrant ce graphique. Il s'agit de la répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur d'activité en 2019. Et qui est en tête de file avec quasiment 30% à son actif? Les transports évidemment. Mais attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ces 30% sont à répartir entre les véhicules particuliers, 16%, les poids lourds, 6%, les véhicules utilitaires, 6%, les vols intérieurs, 1%, et le reste, 1% pour que ça fasse bien 30. Dans tous les cas, ce qui est très important, c'est que 16% des émissions de CO2 en France proviennent des voitures, tandis que la production d'électricité en elle-même n'est responsable que de 11% des émissions de CO2,
Merci l'énergie atomique. Donc, puisque la production d'électricité est relativement décarbonée et que l'utilisation des voitures à essence est de fait carbonée, alors en remplaçant les Clio par des Tesla, on réduit significativement les émissions de CO2 en France. Mais c'est avant tout parce que la production d'électricité en elle-même est faible en émissions de gaz à effet de serre. Donc finalement, pour réduire encore plus les émissions de CO2 en France, eh bien on va taper là où il y a des efforts à faire, c'est-à-dire dans les transports. Une autre raison assez simple dont on n'a même pas parlé, c'est aussi que généralement là où il y a beaucoup de voitures, c'est aussi là où il y a beaucoup de monde, comme dans les villes évidemment. Et beaucoup de monde qui respire beaucoup de particules fines issues des pots d'échappement des voitures essence, eh bien ça fait des morts. Les voitures électriques n'émettant quasiment pas de particules fines, rouler en Tesla en ville permet de sauver des vies. Sauf le 11 décembre 2021. Avant de finir, vous avez peut-être noté que je n'ai pas parlé de la voiture hybride. Parce que ce truc-là, à mon sens, attention, c'est tout sauf de l'écologie. Voilà, et ce n'est même pas un bon compromis. Je pense que c'est juste un moyen bien commode, une facilité, pour que des constructeurs comme Porsche puissent continuer à vendre leurs modèles, malgré les nouvelles normes européennes de plus en plus restrictives en matière de pollution. N'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec ça. À tous, qu'on se le dise, cette vidéo m'a demandé un très gros travail synthétique. En fait, c'est un sujet dans lequel il est assez facile de se perdre face aux différents chiffres, articles ou graphiques, donc j'espère avoir su relever le défi. Toujours pareil, les commentaires sont faits pour poser des questions, alors faites-vous plaisir, nom de Dieu. Et si vous voulez entrer dans la polémique, mais ne vous gênez surtout pas, c'est vrai que la vidéo s'y prête pas mal quand même. Allez, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt sur la chaîne Space Raf. Salut.